Les gouvernements ont toujours cherché à transformer les Amérindiens. De nomades qu'ils étaient, ils devaient devenir des agriculteurs. Ainsi, ils abandonneraient peut-être un jour leur immense territoire pour s'adonner à la culture de leur ferme. Dans ce contexte, les écoles ont constitué un outil majeur d'intégration des enfants au monde des Blancs. Et c'est ainsi qu'à Saint-Marc, près d'Amos, un pensionnat a été créé en 1955 afin de soustraire ces enfants à leur communauté et à leur famille. Richard Stalich. Le pensionnat a ouvert ses portes en 1955, le pensionnat d'Amos. C'était pas le seul pensionnat au Québec. On peut penser que ça faisait partie d'un plan du gouvernement. Dans toute la région, qu'est-ce que ça a représenté, l'existence du pensionnat au tout début? Quand il y a eu les premiers contacts à ce sujet-là, nos parents, on leur a fait à croire qu'ils pouvaient avoir toutes les affaires gratuitement ou sans travailler. Et puis, pour montrer la bonne foi, probablement des avances que les fonctionnaires faisaient à ce moment-là, c'est qu'on leur a dit, on va vous enseigner vos enfants gratuitement, vous n'avez même pas à vous en occuper. C'est de cette façon-là que les parents ont consenti à laisser leurs enfants. Les enfants d'hier sont devenus des adultes. À l'occasion du tournage de cette émission, des Algonquins sont retournés visiter leur ancien pensionnat, maintenant désaffecté. Alors, en 1955, tous les enfants en âge scolaire entre 7 et 12 ans se retrouvent au pensionnat d'Amos. Oui. Du moins, tous ceux qui étaient saisissables, entre guillemets, là. Ça a été une chose pour que les parents puissent être mis dans un petit coin de terre à un moment donné. La création des réserves, à ce moment-là, on procédé immédiatement à ça. Mais durant ce temps-là, nous autres, on était enfermés ici pendant toute cette période-là. On ne pouvait pas voir nos enfants ou on ne pouvait pas non plus parler notre langue. Mais ce qui se dégage quand même de ça, c'est que la réserve, ça allait avec le pensionnat, dans l'esprit des fonctionnaires. Ces pensionnats et les parents sont fixés aussi. C'était le plan qui était le plus visible, en tout cas, c'est que tu saisis d'abord les enfants, tu les amènes, ce qui est encore le plus cher chez nous, c'est ça. Tu les amènes dans un coin, puis à ce moment-là, tu fais plus réfléchir, je crois, les parents durant cette période de temps-là. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils cèdent, puis ils disent, OK, on va aller vivre sur la réserve. Mais ici, dans la région, pour les Algonquins, précisément, ça ne s'est pas passé comme ça. Les parents n'ont pas immédiatement accepté la réserve. Oh non, du tout. Au contraire, il y avait cette fameuse encore envie de vouloir vivre encore comme ils pouvaient, là, comme ils voulaient se déplacer, être nomades. On a connu ça. Tous ceux qui ont été approchés ou qui ont été mis dans cette boîte-ci durant les premières années ont connu cette période de nomadisme à ce moment-là, cette vie de tradition. Il fallait absolument casser ça. Il fallait absolument qu'il y ait une rupture à quelque part. C'est nous autres qui avons subi ce coup-là. Edouard, allez-y. Toby. Edouard, Toby, puis... Ah, le fille, Qual é o que decide? Normalmente eu de Malta. Oh, igreja. Amigas, que igreja? Diz que esgoba. Deixa eu ver de que mais está o chulé. C'était la génération où la brisure s'est produite parce que les enfants étaient venus au monde en forêt, avaient commencé à vivre en forêt avec leurs parents. Oui, puis en même temps, la seule langue qui était à ce moment-là utilisée, c'était l'algonquin ou le cri ou le atikamekw, dépendamment du groupe qui se retrouvait ici. Parce qu'il n'y avait pas seulement les Algonquins ici. Non, il y avait les Ojibwés, les cris, les atikamekw. Et tous étaient unilingues quand ils sont arrivés. La majorité était unilingue. Il y avait quelques exceptions près, là, ceux qui venaient de plus du sud, là, qui pouvaient parler quelques mots français. Ceux-là, on se servait d'eux autres pour demander ou pour avoir des permissions ou pour oser demander quelque chose. Même pour aller à la toilette, on se servait de ces gens-là. Au pensionnat, c'était très dur au niveau de la discipline. Oh mon Dieu! Il y avait tout un livre ou un film à faire à ce sujet-là. C'était incroyable l'attitude que nos
nos tuteurs prenaient pour nous enseigner ça. J'aimerais raconter une anecdote qui s'est passée à un moment donné au sujet de l'apprentissage de la langue française. C'est que moi, j'ai soupçonné ça, c'était à la nourriture. C'est qu'on était, à un moment donné, tout le monde était malade ici dans tout le building. Il y avait juste quelques 20 ou 30 personnes qui avaient résisté à un moment donné à cette épidémie-là. On s'est tous trouvés dans les dortoirs, dans nos lits, puis on nous a dit, si vous voulez guérir, il faut que vous parliez français. À ce moment-là, vous allez guérir. Au fur et à mesure que vous allez connaître le français, vous allez être mieux en santé. Mais effectivement, il nous apportait des nourritures encore plus chaudes, étaient meilleures, on dirait, à ce moment-là. C'est comme ça que nous, on a dit, bon, mais plus qu'on parle l'indien, plus qu'on va être malade. Donc, il fallait parler français pour être debout, pour pouvoir être en santé. Puis de toute façon, on vous interdisait de parler dans votre langue maternelle. Il y avait une punition corporelle si on se faisait prendre à parler notre langue à ce moment-là. Il fallait absolument oublier ça. Les anciens pensionnaires se rendent à la chapelle où ils récitaient les prières qui devaient les sauver. Vos parents faisaient confiance aux communautés religieuses là-dessus. Bien gros, parce que c'était les premiers contacts qui ont été arrivés, c'était les missionnaires qui ont domestiqué les parents à ce moment-là, à les faire croire à toutes sortes de choses. Qui avait quand même une similitude par la croyance de Dieu, mais ça a été manipulé, ça a été dirigé complètement dans un autre sens, cette affaire-là. Nos parents ont été dupés par cette approche-là. Puis, il y avait le gros bout du bâton quand ils ont ouvert le pensionnat, et c'était un investissement qui était bien profitable pour la société à ce moment-là. Plus tard, 10 ans plus tard, ou un peu plus, le gouvernement décide, sous des pressions diverses, d'abolir les pensionnats, son programme de pensionnat pour les Indiens. Ici, ça a fermé en 1972. Dans quel contexte ça s'est situé? Quel effet ça a eu, ça, la fermeture du pensionnat? Je disais que le but du pensionnat avait déjà fait son œuvre, avait atteint son objectif à ce moment-là. Sédentariser les parents. C'est ce qui a amené la création des réserves du Grand Lac, pas du Grand Lac, mais du lac Simon et de Picougan ici. Là, les enfants, ils ont commencé à laisser aller les enfants un peu plus, là, que les parents qui avaient, soit qui demeuraient sur la réserve ou qui demeuraient en ville en loyer, pouvaient garder leurs enfants. Mais à ce moment-là, pour eux autres, c'était plus question à ce moment-là de retourner dans le bois ou d'aller trapper à ce moment-là. Ça vient de s'éteindre pour eux autres. Mais ils ne l'ont pas réalisé à la première année ou à la deuxième année, ils l'ont réalisé un peu plus tard seulement. Et puis, c'est ce qui a amené des changements un peu à être faits dans l'éducation à ce moment-là. Ils se sont aperçus, ils sont fait rouler à ce moment-là, ils sont fait déjouer dans leurs affaires. Les quelques familles qui n'avaient pas accepté cet état de choses-là, puis qui voulaient continuer à ce que les enfants aillent à l'école, ils les abandonnaient tout simplement. Ils les laissaient aller. Moi, je m'en vais continuer à vivre dans le bois. Si mes enfants veulent venir, qu'ils viennent, mais s'ils ne veulent pas venir, que le gouvernement s'engage à ce qu'il nous avait déjà dit à ce moment-là, qu'il en prenne soin. C'est là qu'il y a eu la création des différents foyers nourriciers en ville, là. Étant donné que le processus d'assimilation était trop lent au pensionnat, malgré toutes les règles qui étaient déjà établies, à ce moment-là, ils ont trouvé cette formule magique qui consistait à envoyer un enfant dans un milieu blanc 24 heures par jour. Malgré tout, les Algonquins ont toujours refusé de s'assimiler. Aujourd'hui comme hier, ils parcourent leur territoire en hommes libres et avec fierté. Mais ils savent bien cependant que la loi tient un langage différent. Ce pays ne leur appartient plus. Alors, quelle est leur place? Où peuvent-ils aller?
Grand Lac n'ont pas de réserve. Ils continuent à faire leur vie nomade. Fait que pour le gouvernement, ça a été un coup manqué pour cette bande-là. Même avec le pensionnat, ça n'a pas marché. Il faudrait créer un autre affaire encore plus fort, il faut fesser plus fort avec les enfants pour créer ça. Ça fait qu'ils ont tout simplement dit, à ce moment-là, les parents qui voulaient s'en occuper disent, vous autres, vous allez construire une école pour nous autres, une place dans laquelle nos enfants vont continuer d'aller à l'école. Mais on n'en veut pas de réserve pour le moment. Ça fait que ça l'a mis une phase vraiment là, d'indécision, puis ça n'a pas marché bien gros pour ces gens-là du Grand Lac pour l'école. Donc, ils ont créé une espèce de mini-pensionnat à Louvicourt. C'est encore en fonction aujourd'hui, cette affaire-là. Par contre, il y en a d'autres familles qui ont simplement refusé carrément cette approche-là ou cette façon de vivre. C'est qu'ils ont tout simplement resté en place malgré tout. Comme je pense aux familles, là, aux dizaines de familles qui vivent à Rapide-des-Cèdres. Les autres sont complètement, là, maintenant, c'est la fin du monde pour eux autres. Moi, je qualifie de fin du monde pour eux autres parce que ça n'a pas de bon sens de la façon qu'ils vivent. À Rapide-des-Cèdres, le moulin fonctionne jour et nuit. Le bruit est donc intarissable et lancinant. Dans les maisons, les enfants sont nerveux, ils dorment mal. Tu vas finir par t'habituer, bébé. En attendant, il pleure, sursaute, apprend les difficultés de la vie. Sa mère, elle, doit chaque jour aller au bureau de la compagnie se ravitailler en eau potable. Pour s'y rendre, elle marche dans les sures, les copeaux, parfois même la boue, se protégeant des énormes camions qui sillonnent le chantier où Michel, son mari, travaille. Michel déclare pourtant vivre ici plus heureux qu'en réserve. De toute façon, sa famille a toujours vécu ici et ce n'est pas demain qu'ils partiront. Au contraire, ils ont plein de projets. Se construire des maisons loin du bruit du moulin avec électricité et eau courante. Sa vie, ça bouge à Rapide-des-Cèdres. On parle même d'y créer un nouveau conseil de bande. Avec un chef et quelques conseillers, les Algonquins espèrent ainsi mieux préparer l'avenir. Après le pensionnat, ou après, pour en revenir à la question du pensionnat, 7 ans de lavage de cerveau, d'acculturation, les enfants qui retournaient chez eux, avec leurs parents, quel genre de relation ils pouvaient avoir avec leurs parents à ce moment-là? Très pénible au début, parce qu'ils ne se communiquaient pas. Ben, on pouvait quand même parler dans notre langue avec nos parents, mais on n'avait pas le même sens des mots quand on parlait. Notre environnement était complètement changé. Nous autres, ils ont gardé le même environnement. Ça faisait une bataille, ça faisait un phénomène de réserve épouvantable à ce moment-là. Même la venue de réserve était... On a subi, nous autres, pendant 15 ans, je dirais même encore aujourd'hui, il y a encore quelques familles qui rejettent cette façon de vivre sur une réserve. Ça colle pas avec eux autres, ça marche pas avec eux autres. Donc, il y a toujours une espèce de changement social. Là. Il y a des drames familiaux qui se produisent sur la réserve continuellement, presque. C'est pas pour rien que le service social est beaucoup occupé par ces genres de situations-là. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui que la
part dans les réserves, tu vois la situation dans les réserves, elle est toujours pas correcte. Tu vois des maisons qui sont pas bien entretenues. Parce que les maisons sont pas faites pour nous autres. C'est ce genre de maisons-là, en tout cas, sont faites pour nous autres. Mais quand on veut s'organiser à quelque chose, ça colle pas, ça marche pas, ça l'a pas dans la tête, ça n'a pas d'encouragement pour nous autres. Dans la majorité des cas, les réserves ne sont pas dotées d'une infrastructure adéquate. Les logements y manquent. Parfois sans électricité ni eau courante, l'hygiène est difficile à maintenir. Les enfants en souffrent bien souvent. On sait que leur espérance de vie est de 10 ans inférieure à celle de la population en général. Les jeunes y meurent plus qu'ailleurs de morts violentes ou de suicides. Mais la réserve demeure aussi, malgré tout, un milieu familier et une référence à l'identité collective. Puis quand on lit l'histoire du Canada qui nous a été enseignée ici, on en venait même à naïr notre race. On n'était pas content d'être indien même. On ne pouvait même plus sortir d'ici par bout parce que on dit qu'on est des Indiens puis les Blancs n'aiment pas les Indiens. Fait que tu ne sais même pas sortir, de rester dans notre coin puis de ne pas bouger. C'est cette mentalité-là qu'on a dans notre tête qui a traîné avec nous autres. Puis il y en a encore plusieurs d'individus de mon âge là, qui ont cet esprit-là de défaitisme. Ils veulent partir quelque chose, puis ils se découragent en partant. Ça a toujours été la façon qu'on a été enseigné ici. Quand on commençait à sortir un peu du groupe, quand on réussissait un peu même dans une matière quelconque, ça n'a jamais été correct, ça n'a jamais été bien, ça. On avait des belles images dans nos cahiers, mais ça ne voulait rien dire, ces affaires-là. Plus que tu devenais... Tu connaissais les règles du jeu de l'homme blanc à ce moment-là, plus qu'on avait l'impression que tu voulais envie d'anéantir ta race, de ne pas t'en occuper pantoute, puis d'y aller dans ce sens-là. Puis d'être reconnu à ce moment-là, parce que tu étais capable de fonctionner dans un monde blanc, là. Puis ta race, ben, tu le laisses de côté pour pouvoir y arriver à survivre. Cet état d'esprit-là, elle a fait des ravages énormes. Puis on en ressent encore aujourd'hui de cet état-là. C'est ça qu'on a eu ici, dans les classes où ce qu'on est, là. C'est qu'on n'a pas eu d'encouragement parce qu'on était indien, mettons, ou parce qu'on était capable de faire quelque chose en étant indien. Ou, mettons, on organisait, mettons, on voulait même une fois organiser une espèce de festin, là. Juste des aliments pour nous autres. On s'est dit, un samedi, on va aller tendre des collets un peu partout ici, puis on va vous ramener assez de lièvres pour me faire nourrir tout le monde. Ça, c'était des belles idées, ça, c'était des belles affaires qu'on voulait faire, mais c'était tout de suite banni, ça. C'est pas bon, ça. Il faut pas faire ça. Il faut plutôt aller ramasser des roches, ramasser une belle cour. À ce moment-là, vous allez avoir des biscuits puis du lait. Mais les biscuits puis du lait, là, on avait marre d'en coller sur le moment donné. Ce genre d'activité-là, c'était courant, ça. Les affaires qu'on voulait faire, ça ne marchait pas. À ce moment-là, tu traînes avec toi cette affaire-là, cette affaire-là. Puis quand tu viens pour retourner sur la recette pour t'organiser en groupe, ben ça ne marche pas parce que tu as cette calice d'esprit-là qui te martèle, on dirait, à chaque fois que tu as une nouvelle idée pour faire sortir un peu plus la langue ou la culture. C'est une crise d'histoire, en tout cas. Nous sommes au Grand Lac Victoria, un ancien lieu de rassemblement des Algonquins. C'est pas une réserve indienne, puis pourtant, il y a des Algonquins qui ont décidé d'y rester, d'y vivre. Qu'est-ce qui les pousse à rester ici? L'histoire, l'histoire tout simplement. C'est que
c'est pas une réserve au sens de la loi, mais c'est un lieu de rencontre, pareil comme toute bande avait, je pense, dans ce temps-là, avant que quelques bandes-là aient une réserve. C'est juste qu'ici, ça l'a resté comme ça. Peut-être parce que aussi le gouvernement les a complètement ignorés ou ils voulaient être ignorés en même temps. Ben, ils en font pas tout un